trahi et tué par son propre frère. 5000 ans plus tard, il se réveille piégé dans le corps fragile d'un bébé, mais cette coquille innocente cache le pouvoir du mage le plus redouté de l'histoire. Dans un monde gouverné par les descendants de ses ennemis, Alice renaît, prêt à réécrire le destin lui-même. Restez jusqu'à la fin et découvrez jusqu'où un génie peut aller lorsqu'il revient de la mort en quête de vengeance. Tout a commencé par un événement catastrophique qui, des années plus tard, serait appelé la guerre de l'Apocalypse. Un ennemi mystérieux est apparu dans le ciel sans aucun avertissement préalable. C'étaient des êtres grotesques qui utilisaient la même magie que l'humanité, les inconnus. Avec l'invasion de ces êtres, qui furent plus tard appelés les anges déchus, l'humanité fut poussée au bord de l'extinction sans aucune chance de se défendre. Mais un seul grand archimage est apparu, et à lui seul, il a sauvé le monde de la destruction. Avec son pouvoir écrasant, il a complètement anéanti l'armée des anges. Le jeune homme a utilisé une magie unique pour repousser tous ses ennemis mystérieux d'un seul coup, et c'est ainsi que la paix est finalement revenue dans le monde, mettant fin au conflit. Il se retourne, satisfait, annonçant avec un sourire que tout est maintenant résolu. La scène nous emmène ensuite au royaume magique, à l'intérieur du grand palais de Magique. Dans la salle principale du palais, une importante cérémonie de couronnement était sur le point de commencer. La foule est en délire à l'arrivée des Alice, le remerciant d'avoir sauvé tout le monde. Les gens crient le nom du grand archimage qui marche sans prêter beaucoup d'attention aux louanges. Puis il s'assoit sur le trône royal tandis que le peuple l'acclame comme son sauveur. Il pense être enfin devenu le roi qui gouvernera le monde en tant que premier empereur, ou du moins c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'il soit interrompu par une voix familière. Alice lève les yeux et voit Sophia, son jeune frère, lui demandant ce qu'il veut. Sophia l'appelle « frère », mais se corrige rapidement, l'appelant « premier empereur ». Bon, les choses sont devenues un peu confuses maintenant. Ce sont deux garçons et ils ont des prénoms de filles. Sophia demande avec un visage mignon s'il peut lui poser la couronne, laissant Alice sans voix. Il devient pensif car normalement, l'archevêque devrait effectuer le couronnement. Mais quand il voit son petit frère faire cette mine suppliante, il semble changer Davis. L'archevêque s'approche alors et dit que pour eux, ce serait aussi un grand honneur. Alors Alice accepte avec un sourire, disant que c'est d'accord et qu'il peut procéder. Sophia est super enthousiaste de la réponse et remercie joyeusement son frère. Alice répond qu'il est heureux aussi, car Sophia est le seul frère qu'il ait au monde. À l'arrière-plan, l'archevêque et les autres clercs regardent la scène en montrant de la joie. Pendant ce temps, la foule en bas continue de crier, acclamant le premier empereur. Sophia prend alors la couronne et se prépare, annonçant que la cérémonie est sur le point de commencer. Il remercie pour tout jusqu'à présent en se préparant à placer la couronne sur sa tête. Et avec un sourire étrange, il dit au revoir à son frère, lui disant adieu pour toujours. À ce moment précis, Alice ressent une douleur aiguë dans sa poitrine, complètement sous le choc. Sophia le poignarde sans pitié, révélant sa trahison en plein milieu du couronnement. Il se rend compte que la magie d'inversion de son frère n'était pas active à ce moment-là. Il explique alors qu'avec sa garde baissée, il pouvait facilement l'assassiner de cette façon. Alice ne comprend pas la raison, se demandant pourquoi, puisqu'ils n'étaient que deux frères. Mais Sophia le tient simplement en se moquant, disant qu'il sait pourquoi. Et en arrière-plan, les clercs regardent la scène avec un sourire très suspect sur leur visage. Il dit que Alice était un imbécile et que maintenant, en temps de paix, son utilité a finalement pris fin. Il annonce qu'à partir de maintenant, il sera le premier empereur et gouvernera le royaume. Puis il regarde son frère avec dédain, lui ordonnant de se dépêcher et de mourir. Sophia se tourne vers les gardes et dit que son frère semble un peu fatigué et leur ordonne de l'emmener dans une pièce isolée où personne n'ira jamais. L'archevêque est d'accord, commentant que ce doit être l'épuisement de la longue guerre. Avec un sourire victorieux, Sophia observe tout pendant que le peuple l'acclame. Et ainsi, les cris de célébration pour le nouvel empereur résonnent dans tout le royaume. La scène passe à Alice, au sol, réalisant que la dague contenait un poison mortel. Il se lamente car il s'est battu pour tout le monde et a tout sacrifié pour le bien du royaume. Mais son rêve de devenir un roi bien-aimé se terminait avant même d'avoir commencé. Les larmes aux yeux, il appelle Sophia, ne comprenant pas la raison de la trahison. Avec le souvenir de son enfance heureuse, il jure qu'il n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Il crache plus de sang, sentant que son corps atteignait déjà ses limites. Mais s'il doit en être ainsi, il décide d'utiliser un dernier atout. Il active alors son art secret interdit avec la puissance maximale qu'il peut rassembler. Il décide d'inverser sa causalité afin de pouvoir se réincarner à travers le cycle de la Renaissance. Même sans savoir si cela fonctionnera, il mise tout sur cette chance miraculeuse. La scène avance rapidement jusqu'à nos jours, plus précisément en octobre 2026. Ses yeux s'ouvrent lentement et il se demande où il a atterri. Il se retrouve dans une chambre très luxueuse, un endroit complètement inconnu pour lui. En regardant autour de lui, il remarque une vieille carte sur le mur et des meubles très raffinés. Sur une étagère, il voit aussi quelques cadres photos et un globe terrestre. Avec ça, il est certain que son plan a fonctionné et que la réincarnation a réussi. Mais son corps lui semblait étrange et lent, peut-être un effet secondaire de la magie utilisée. Puis il remarque qu'il y a un petit miroir à main juste à côté de lui.
Il prend le miroir pour se regarder mais prend peur en voyant sa propre main. Quand il essaie de parler, il panique en réalisant qu'il ne peut faire que des sons de bébé. Et quand il se regarde dans le miroir, il crie de panique en voyant qu'il est devenu un bébé. Il n'arrive pas à croire qu'il s'est réincarné dans le corps d'un enfant sans défense. Mais au milieu du choc, il semble avoir une prise de conscience soudaine et importante. Une servante nommée Sayari entre dans la pièce en demandant s'il est déjà réveillé. Il essaie de poser des questions sur le monde dans lequel il se trouve, mais ne peut que babiller. La servante ne comprend pas et, trouvant cela mignon, le prend dans ses bras pour le serrer. Il essaie d'expliquer que ce n'est pas ça, mais elle continue de penser qu'il est juste capricieux. Elle le calme, lui disant de rester tranquille tout en le berçant doucement. Le garçon est impressionné par sa propre docilité et obéissance. Et dans ses bras, il se sent si détendu qu'il finit par s'endormir. Il tombe dans un sommeil profond tandis que la servante sourit affectueusement. La scène montre le bébé dormant paisiblement et la nounou le regardant avec un air serein. Soudain, il se réveille en sursaut et voit que 2 heures se sont déjà écoulées. Il reste assis dans le berceau, réfléchissant à la situation. Il se rend compte qu'il ne peut pas résister au sommeil à cause de son corps de bébé. De plus, il ne peut pas non plus communiquer correctement pour expliquer ce qu'il veut. Dans ce cas, il décide qu'il devra élaborer un plan et agir efficacement. Et avec un regard déterminé, il déverrouille le loquet du berceau pour s'échapper. Malgré ses limitations, il fait tomber le côté du berceau et tombe lourdement au sol. Ori entend le bruit et entre dans la pièce, choquée par ce qu'elle voit. Elle trouve le bébé par terre, entouré de livres qu'il a fait tomber de l'étagère. La nounou court vers lui, demandant avec panique comment il a réussi à sortir du berceau. Inquiète, elle le prend dans ses bras et lui demande s'il s'est fait mal en tombant. Elle le place dans la chaise haute, soulagée qu'il aille bien mais toujours effrayé. Puis, elle lui demande d'attendre un peu pendant qu'elle prépare son repas. Avec un air satisfait, le garçon se réjouit que sa mission soit accomplie. Il a réussi à se procurer des livres pour enfants afin d'acquérir des connaissances de base sur le monde actuel. Il découvre alors qu'il s'est réincarné 5000 ans dans le futur. En octobre 2026, il devient pensif, buvant son biberon et absorbant les nouvelles informations. Il se rend compte que les progrès scientifiques et technologiques ont été remarquables dans ce nouveau monde. Désormais, la sagesse acquise par l'apprentissage brille plus que la victoire dans l'arène, mais il sait qu'il aura besoin de plus de documents pour mieux tout comprendre. Et pour cela, il décide qu'il devra charmer la nounou pour qu'elle les mène à la bibliothèque. Il se demande où sont les parents de ce corps, car il ne voit que des servantes dans la maison. Avec un regard sérieux, il lui tend le biberon vide et lui demande de le remplir à nouveau. La nounou est impressionnée de voir qu'il a déjà tout fini, ce qui la rend heureuse. Elle lui caresse la tête et lui dit de grandir fort et en bonne santé. Il se rend compte que le lait n'était pas mauvais, même s'il ne l'aimait pas dans sa vie passée. Il se demande alors si le goût change aussi quand on se réincarne dans un autre corps. Tout en recevant l'affection, il babille quelque chose pour essayer de communiquer avec la nounou. Mais la gouvernante apparaît, demandant si elle s'occupe toujours du bébé. Elle lui rappelle qu'il y a encore du travail à faire dans la cuisine, laissant la nounou désespérée. La gouvernante se plaint du retard mais au moins sa réaction rapide. Elle ordonne ensuite à la nounou d'aller à la cuisine, disant qu'elle s'occupera du bébé. Le garçon ne fait qu'observer l'interaction, ne comprenant pas très bien ce qui se passe. La gouvernante se tourne vers lui avec un regard très sérieux et intimidant. En le regardant, elle demande au bébé de glisser. Le garçon est confus, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Puis elle se tourne dans une autre direction avec un sourire étrange. Puis elle commence à ranger les livres que le garçon avait fait tomber par terre. Elle les remet sur l'étagère, plaçant tout soigneusement à sa place. Et quand elle range le dernier livre, elle révèle une petite boîte à bijoux cachée. La servante regarde la petite boîte avec un regard avide et désireux. Le garçon se rend compte immédiatement qu'elle prévoit de voler les bijoux de la famille. Elle pense pouvoir accuser le désordre du bébé pour dire que le bijou a disparu. Avec un sourire méchant, elle se tourne vers le garçon, pensant qu'il ne comprend rien. Mais il la regarde fixement avec un air sérieux, montrant qu'il a tout compris. Elle trouve cet regard insolent étrange et décide qu'elle devra le discipliner. Elle attrape le thermos en disant qu'elle l'a utilisé pour réchauffer son lait. Et avec un regard cruel, elle dit qu'elle adorerait le voir pleurer à cause de l'eau chaude. Elle lui jette l'eau directement dessus, mais il ne semble pas du tout effrayé. Le garçon devient furieux de ses actions, libérant une aura de puissance impressionnante. Il active sa magie et inverse l'attaque, faisant revenir Léo directement sur elle. La servante crie de douleur, suppliant pour de Léo afin d'éteindre le feu sur sa peau. Le collier de perles tombe de sa poche, révélant ce qu'elle avait volé. Le garçon ramasse les bijoux, montrant qu'il a réussi à récupérer l'objet de valeur. Avec un sourire confiant, il se rend compte que ses capacités magiques sont toujours intactes. La scène passe au jour suivant, montrant la façade du luxueux manoir. La nounou dit qu'il y a un parc très amusant devant eux où ils peuvent aller. Elle décrit l'endroit, disant qu'il y a des fontaines et des balançoires pour qu'ils puissent jouer, mais soudain, elle sent la poussette être tirée dans une autre direction. Le garçon pointe de l'autre côté et elle lui demande s'il veut y aller. La scène se concentre sur le ciel bleu avec des nuages blancs et des arbres verts tout autour.
La nounou est surprise par son attitude, mais il semble qu'elle va accepter. Elle les mène alors dans un immense bâtiment, qui est en fait une bibliothèque. Le garçon profite de la distraction pour prendre plusieurs livres et les cacher dans la poussette. Avec cela, il espère combler certaines des lacunes de ces 5000 ans qui se sont écoulés. Il prévoit de tout lire en secret lorsque la nounou ne sera pas là pour le surveiller. La nounou pousse la poussette, pensive, tandis que le garçon fait semblant de dormir. Elle trouve très bizarre qu'un bébé n'aime pas les parcs et ne s'intéresse qu'aux livres. Puis ils arrivent enfin de retour au manoir, terminant la sortie de la journée. Avec un sourire, elle ouvre la porte et annonce à voix haute qu'ils sont arrivés. Et dans le salon, un couple les accueille, semblant être ses parents. La nounou les salue tous les deux formellement, les appelant « maître » et « maîtresse ». Soudain, la femme court vers la poussette en criant le nom d'Alice. La mère prend alors le bébé de la poussette, ravie de le revoir. Elle le serre dans ses bras avec amour, s'excusant de l'avoir laissé seul si longtemps. Il se rend alors compte qu'ils sont ses nouveaux parents et que son corps porte le même nom que lui. Une autre servante annonce qu'elle va préparer le dîner et les parents la remercient. Le protagoniste observe la mère, pensant à quel point elle est belle et gentille avec lui. Le père s'excuse en disant que son état l'a forcé à rester à l'écart. Mais la mère le gronde en disant que sa maladie est la priorité maintenant. En entendant cela, Alice devient curieux de savoir quelle maladie son père pourrait avoir. Il déplore que même la médecine avancée de l'Amérique n'ait pas fonctionné, mais la mère l'encourage en disant qu'ils ne peuvent pas abandonner et doivent continuer à chercher. Cependant, les économies de la famille s'épuisent, et le manoir pourrait être hypothéqué. Elle suggère de réduire les dons annuels qu'ils font à l'orphelinat local, mais il refuse en disant qu'aider ses enfants est sa raison de vivre. Alice écoute tout en silence, analysant la situation compliquée de sa nouvelle famille. Il admet que le manoir est confortable et qu'il n'aimerait pas le perdre. Et comme le montre l'histoire du don, ses nouveaux parents semblent être de bonnes personnes. Il décide alors qu'il utilisera ses pouvoirs pour sauver le couple de ce problème. Il tend la main vers son père et la mère demande s'il veut aller dans ses bras. Le père sourit mais se lamente de ne peut-être pas pouvoir le tenir comme ça longtemps. Alice utilise sa magie d'inversion pour scanner le corps de son père. Il supprime sa puissance magique pour appliquer les effets secondaires de l'inversion. Avec cela, il se rend compte que l'anatomie humaine n'a pas du tout changé en 5000 ans. Et en vérifiant les méridiens magiques, il trouve enfin l'anomalie. Le père le tient dans ses bras, et Alice babille en tendant la main vers sa poitrine. Il touche un point spécifique comme s'il cherchait quelque chose. Avec un toucher précis, il active le point d'acupuncture, et le père ressent une secousse. L'homme se plie de douleur, et la mère demande avec inquiétude ce qui se passe. Il est confus, ne comprenant pas ce qu'il vient de sentir dans son corps. Soudain, il remarque que son corps se sent étrangement mieux. Avec une lueur dans les yeux, il se rend compte que son état s'améliore vraiment. Il sourit d'une oreille à l'autre, confirmant qu'il se sent beaucoup mieux. Le couple célèbre, croyant qu'un miracle vient de se produire là. Alice sourit avec satisfaction car il sait que la vie de son nouveau père est sauvée. Mais soudain, il commence à sentir une somnolence incontrôlable l'envahir. Il bâille, réalisant qu'il a très sommeil après avoir utilisé la magie. Dans les bras de son père, il finit par s'endormir à nouveau, incapable de lutter. Quelque temps plus tard, il se réveille dans son berceau en se sentant un peu mieux. Il regarde sa mère qui fait aussi une sieste paisible dans un fauteuil à proximité. Il comprend que son corps de bébé ne peut pas supporter la tension de l'utilisation de la magie. Par conséquent, il décide d'éviter d'utiliser la magie jusqu'à ce que son corps devienne plus fort. Mais pour lire les livres qu'il a pris, il utilise sa magie pour les faire léviter jusqu'au berceau. Soigneusement, il rapproche les livres et le biberon sans faire de bruit. Il se convainc que cette utilisation imprudente de la magie n'était qu'une seule fois. Plus tard cette nuit-là, la pleine lune illumine doucement le manoir. Au lit, Alice pense que maintenant ses parents et sa maison sont enfin en sécurité, mais il se demande quel est le sens de sa réincarnation dans cette nouvelle ère. Il est certain qu'il y a une raison, et il promet qu'il découvrira laquelle. Pendant ce temps, un groupe suspect envahit le manoir, dirigé par un homme mystérieux. L'un d'eux fait un commentaire sur le manoir chic, et un autre rappelle que le maître est malade. Et avec un sourire maléfique, il dit qu'à cause de cela, la sécurité de la maison est faible. La servante voleuse apparaît, toute bandée, disant qu'elle leur a déjà montré l'endroit. Le chef lui jette un sac d'argent et lui ordonne de partir. Avec un sourire cruel, il ordonne à tout le monde d'envahir et d'éliminer quiconque les verra. Et avec un cri de guerre, le groupe se prépare à prendre d'assaut la maison. Dans son lit, Alice dort paisiblement en bavant un peu, inconscient de tout. Mais soudain, il se réveille en sentant une étrange présence approcher. Il réalise qu'il y a des intrus dans la maison et un sourire apparaît sur son visage. Avec un regard déterminé, il décide qu'il les chassera tous lui-même. Un cercle magique apparaît sur le mur et les envahisseurs se matérialisent à l'intérieur de la maison. Ils utilisent la magie de téléportation pour entrer sans être remarqués par personne. Le chef confirme qu'il n'y a pas de barrière magique, qualifiant le propriétaire de naïf. Il dit que d'après la carte de la bonne, le bureau du maître est juste là. Puis il leur ordonne de voler tout ce qui a de la valeur, et un des hommes de main pose une question sur le personnel. Avec un regard enragé,
le chef leur ordonne de tuer quiconque croisera leur chemin. Pendant ce temps, les parents d'Alice dorment paisiblement dans leur chambre, inconscients de tout. Le groupe avance dans les couloirs jusqu'à ce que le chef s'arrête brusquement. Lui et ses hommes arrivent devant une grande porte, qui semble être celle du bureau. Le chef ordonne à ses hommes de chercher une pierre magique, et ils obéissent. Ils retournent tout, vérifiant les étagères, derrière les tableaux et sous les meubles. Mais le chef trouve étrange de ne localiser la pierre magique nulle part. Soudain, un de ses hommes l'appelle en montrant quelque chose dans le couloir. Sur le sol, une pierre magique de haute pureté brille intensément dans le noir. Ils se réjouissent de l'avoir trouvée, mais le chef trouve étrange qu'elle soit dans le couloir. Un des hommes de main jette un œil par une autre porte et trouve d'autres pierres magiques. Il est choqué de voir que ce sont des gemmes valant 100 fois plus. Le chef entre dans la pièce et trouve le protagoniste dormant paisiblement dans son berceau. Il décide de prendre le bijou en premier, sans se soucier du bébé présent. Mais soudain, il ouvre les yeux et fixe froidement le chef. Le bébé se met à pleurer et un des hommes de main dit qu'il va le faire taire. Mais le chef crie de le tuer en s'avançant avec une dague à la main. Il attaque sans pitié, mais Alice active sa magie d'inversion et se défend. La dague de l'envahisseur est repoussée, volant droit sur lui. Le chef est surpris d'être frappé par un ours en peluche, ne comprenant rien. Tous les jouets dans la pièce se mettent à voler, frappant les envahisseurs de plein fouet. Avec l'impact, ils sont projetés en arrière, s'écrasant contre le mur. Le chef sent une pression écrasante, comme si son visage était comprimé. Soudain, il entend la voix du bébé, les traitant de voleurs insignifiants. Derrière un drap de lit, le protagoniste prétend être le mage de la cour et dit qu'il a inversé leur gravité. Il prévient que sa magie va bien au-delà de ça et qu'il peut les tuer. Le chef grogne en disant qu'il ne s'attendait pas à trouver un garde du corps ici. Alice exige qu'il réponde qui les a envoyés, sinon ils mourront tous. Le chef ment en disant qu'il n'y a pas de commanditaires et qu'ils ont agi de leur propre chef. Alice dit alors qu'il les épargnera, leur ordonnant de tout laisser tomber et de disparaître. Le chef accepte d'obéir en lui demandant de lever le sort de gravité. Mais dès que Alice le relâche, il se lève et essaie d'attaquer à nouveau. Il accuse le protagoniste de mentir et prépare une puissante attaque magique. L'envahisseur lance le sort, mais il se dissipe dans l'air en formant une épaisse fumée. Avec cela, la marionnette de mage que Alice utilisait est révélée. Il utilisait aussi un téléphone portable pour produire une voix pour parler. Il leur dit alors qu'ils finiront par le payer de leur vie, laissant le chef désespéré. Le garçon se lève dans le berceau, prêt à poursuivre les voleurs. Avec sa forme originelle en tête, il se prépare à déchaîner toute sa puissance. Il tire un énorme rayon d'énergie qui transperce le mur et disparaît. Le lendemain matin, des voitures de police arrivent au manoir pour enquêter sur l'affaire. Le père explique qu'à son réveil, il a trouvé les envahisseurs ligotés à l'entrée. L'officier est perplexe car le propriétaire ne sait pas qui a fait ça. Une policière rapporte que la bonne a avoué mais a dit avoir été menacée, et le plus étrange est que les criminels affirment avoir été vaincus par un bébé. La bonne et le maître se regardent, ne comprenant pas cette histoire folle. Pendant ce temps, Alice rentre dans le salon, agissant comme un bébé normal. La mère le félicite, impressionnée par la force et la mignonnerie de son fils. Le père sourit de soulagement, disant qu'il n'y a plus rien à craindre maintenant. La mère commente que malgré le danger, Alice semble être de bonne humeur. Soudain, Alice se lève et reste debout tout seul pour la première fois. Les parents sont choqués et l'encouragent à continuer, stupéfaits par cet exploit. Ils n'arrivent pas à croire qu'il marche déjà alors qu'il vient de naître. Avec un sourire, il tend les bras vers ses parents, agissant de manière adorable. Le père le prend dans ses bras en disant qu'il est incroyable de pouvoir déjà marcher. Il dit que Alice est peut-être un génie, mais la mère pense qu'il exagère. Alice pense que pour l'instant, avoir l'indépendance physique de marcher est déjà bien suffisant. Mais il sait qu'il devra entraîner non seulement son intellect mais aussi son corps. Cependant, s'il devient un prodige, cela pourrait finir par poser problème. Par conséquent, il décide qu'il doit grandir tranquillement et discrètement. La nounou lui apporte du lait alors qu'il est par terre en train de lire, entouré de livres. Elle le regarde, choquée par l'intelligence et le comportement du bébé. Et maintenant, avec le père présent, il est certain que le bébé est un génie. Le père et la mère sont tous deux stupéfaits de voir cette scène inhabituelle. La nounou explique que c'est le protagoniste qui a insisté pour lire tous ses livres. Le père se demande, choqué, si leur fils est vraiment doué. Alice les regarde alors qu'ils parviennent à une conclusion à ce sujet. La mère suggère de l'inscrire dans une institution de magie et de sciences pour génies. Il s'enthousiasme pour l'idée tandis que Alice reste silencieux, se contentant d'observer. Et sans se soucier de l'agitation, il retourne à sa lecture, concentré sur ses études. En lisant les livres, le protagoniste découvre qu'il y a 5000 ans, la Terre avait une ancienne civilisation. Cette nation héroïque a apporté la paix au monde, et son dirigeant était l'empereur Sophia. Sophia était le grand archimage qui a mené la guerre apocalyptique contre les anges. Et même 5000 ans plus tard, la lignée de ce royaume reste vivante et forte. La paix mondiale d'aujourd'hui découle du règne du premier empereur Sophia. L'impératrice actuelle du monde est la 100e Sophia qui gouverne le monde entier. Alice comprend qu'ils ont complètement effacé son existence de l'histoire.
Il réfléchit au fait que l'histoire est souvent déformée par les vainqueurs. Avec un regard enragé, il pense à la façon dont son frère Sophia l'a trompé. Et avec un sourire malveillant, il décide qu'il se vengera de tout. Il jure qu'il exposera la fausse histoire et révélera la vérité au grand jour. Et pour cela, il utilisera sa magie unique d'inversion des phénomènes. Soudain, la nounou le voit flotter, pensant que c'est un phénomène de poltergeist. Il réalise qu'il a de nouveau inversé la gravité par accident à cause de sa colère. La bonne devient terrifiée, ne sachant que faire face à cette scène bizarre. À cause de cela, elle s'enfuit en appelant son maître. Plus tard, au cœur de la nuit, le protagoniste continue de planifier sa vengeance. Le lendemain, il s'entraîne à faire ses premiers pas avec ses parents qui l'encouragent. Soudain, il prononce ses premiers mots, et la mère demande ce qu'il a dit. Avec un sourire, il la regarde et l'appelle maman, la laissant sous le choc. Les parents n'arrivent pas à croire qu'il puisse déjà les appeler par leur nom. Le père bégaie, disant qu'il doit être un prodige pour pouvoir déjà parler. Puis, la bonne annonce que les préparatifs pour quelque chose sont déjà prêts. La mère sursaute car elle n'avait pas réalisé qu'il était déjà l'heure, alors elle appelle son petit pour prendre un bain avec elle. Alice est confuse par cela car il n'est pas vraiment un bébé. Elle répète avec enthousiasme que c'est l'heure du bain, laissant le garçon désespéré. Il essaie de refuser en disant qu'il peut se nettoyer avec sa magie de purification. Mais la mère insiste, disant que le bain est obligatoire car il a transpiré en jouant. Alice n'a pas d'issue, réalisant que le bain avec sa mère est inévitable. En panique, il se met à appeler son père, le montrant du doigt sans arrêt. Le père sourit et dit que ce n'est pas un problème s'il veut plutôt prendre son bain avec lui. Dans son lit, Alice pense avec soulagement qu'il a réussi à échapper à cette situation. Son objectif fixé, il jure qu'il affrontera les descendants de Sophia. Il montrera à tout le monde la vérité de l'histoire qui a été cachée. Et avec cette promesse, il décide d'attendre que son corps grandisse avant d'agir. La scène avance de 3 ans, montrant le manoir entouré de cerisiers. Ses parents l'emmènent à l'école maternelle, impressionnés par l'endroit. Maintenant âgé de 3 ans, Alice porte déjà un uniforme scolaire. Prêt à commencer, il remercie ses parents de l'avoir inscrit dans une école aussi prestigieuse. Il se demande s'il s'entendra bien avec ses amis ou s'il sera victime de harcèlement. Ou peut-être, avec un sourire malicieux, deviendra-t-il le fauteur de troubles de la classe. À proximité, les parents des autres enfants discutent des notes de leurs enfants. Une femme se vante que son mari est le directeur de l'Institut de magie. Une autre mère commente qu'ils se sont déjà rencontrés lors des réunions de l'association de magie. Le protagoniste remarque que l'école est remplie d'enfants de candidats de l'élite. La cérémonie d'accueil commence avec la directrice sur la scène principale. Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux élèves en disant qu'ils sont des enfants de distinction. Alice pense que c'est sa première expérience en société et décide d'agir. La scène change pour la salle de classe où les enfants courent et jouent joyeusement. Mademoiselle Sally se présente à la classe, toute excitée pour le premier jour d'école. Les enfants l'entourent, super enthousiastes. Mais le protagoniste reste immobile, observant de loin. Il ne se mêle pas aux autres, préférant rester tranquillement dans son coin. Et même pendant la récréation, il n'interagit pas et reste isolé. L'enseignante s'approche de lui, lui demandant si quelque chose ne va pas. Elle n'a jamais vu un enfant aussi asocial et essaie de lui remonter le moral avec des jouets. L'enseignante devient très inquiète pour lui alors qu'il continue simplement à lire son livre. Soudain, un groupe d'enfants d'une autre classe s'approche d'eux. Les autres enfants trouvent leur présence étrange, demandant qui est ce garçon. Un garçon se présente comme étant Ziazin, se déclarant la personne la plus importante ici. Il se vante d'être l'aristocrate numéro 1, et les autres le flattent. Alice regarde la scène avec dédain, trouvant tout cela très pathétique. Plus tard, Alice marche dans le couloir de l'école avec les autres enfants derrière lui. Il entend une agitation venant de la cour et s'arrête pour voir ce qui se passe. Un groupe de garçons de l'élite s'en prend à un garçon timide. Le garçon s'excuse nerveusement, ne sachant que faire dans cette situation. Le protagoniste observe de loin, trouvant étrange de voir un élève de la classe étoile s'excuser. Les harceleurs disent que seuls les nobles de première classe sont autorisés à entrer ici. Le garçon reste sans voix, incapable de se défendre contre les accusations. Il l'oblige à tout nettoyer puisqu'il ne paie pas sa part. Il jette de l'eau sale sur le garçon, riant et se moquant de sa situation. Alice arrive et dit qu'il pousse la plaisanterie beaucoup trop loin. Ziazin se retourne, irrité, et demande quel est son problème de scène mêlée. Alice dit au garçon qu'il n'a rien fait de mal et que ça suffit. Les harceleurs reconnaissent Alice, et l'un d'eux dit qu'il a l'air pauvre aussi. Ziazin décide de s'occuper de lui aussi, pour ne plus être dérangé. Mais soudain, ils prennent peur en pensant que mademoiselle Sally arrive. Ziazin décide de le punir quand même, en lui jetant un seau d'eau sale. Alice active sa magie et inverse l'attaque, faisant retourner Léo vers le groupe. Ziazin ne comprend rien, regardant Léo voler vers lui. Léo le frappe directement, le laissant complètement trempé. Il crie en se plaignant du désordre et se demande ce qui est arrivé à Ziazin. Alice s'approche du garçon et lui prend la main en souriant. Il l'invite à partir et le garçon le suit, encore confus par tout ce qui s'est passé. Et les deux s'enfuient, laissant derrière eux les harceleurs sales et humiliés. Alice lui demande s'il va bien,
et le garçon le remercie pour son aide. Il se présente, et Alice dit que c'est un plaisir de le rencontrer. Alice dit que le statut social et les dons n'ont pas d'importance, laissant le garçon perplexe. Il lui conseille de résister quand quelque chose le dérange et de ne pas attendre d'aide. Il demande si le garçon a compris, puis s'éloigne, le laissant pensif. Le garçon trouve le conseil difficile à comprendre, mais continue d'y réfléchir. Le lendemain, Mademoiselle Sally invite tout le monde à jouer. Mais le protagoniste, comme toujours, reste dans son coin sans se joindre à la fête. À l'heure du dessin, il s'assoit à côté de son ami, mais ne semble pas intéressé. L'ami montre son dessin et demande ce que c'est. L'enseignante s'approche et est choquée par ce qu'elle voit sur le papier. Elle reconnaît que ce sont des théories magiques de niveau lycée. Et pour dissimuler, elle change de sujet et appelle tout le monde à jouer avec des cubes. Mais Alice, utilisant les cubes, construit une statue parfaite, laissant l'enseignante en panique. L'enseignante court informer la directrice, pendant que Alice s'ennuie. Cachée, les harceleurs prévoient de se venger d'Alice pour l'humiliation. Zizan dit qu'il va montrer qui est le chef en utilisant un appareil magique. Dans le couloir, le protagoniste et son ami marchent ensemble, discutant calmement. Zizan espionne de loin, se préparant à mettre son plan à exécution. Le protagoniste sent sa présence mais fait semblant de ne pas remarquer. Le garçon révèle qu'il a posé un piège magique pour faire exploser Alice. Il se vante d'avoir volé l'objet de l'entreprise de son père, et avec un regard vengeur, il dit qu'il va complètement faire exploser Alice. Alice trouve le piège si évident que c'est fatigant de faire semblant de ne pas l'avoir remarqué. Les amis l'encouragent et Zizan active le piège, criant pour qu'il souffre. Une énorme explosion se produit et l'ami du protagoniste crie de peur, mais il le protège avec sa magie d'inversion en créant un bouclier. Avec un regard furieux, il active son pouvoir et se prépare à contre-attaquer. Et d'un seul geste, il renvoie l'explosion sur les harceleurs. Zizan et ses amis sont stupéfaits, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. L'explosion les projette au loin avec une force incroyable et inattendue. Ils tombent au sol, étourdis, pendant que Alice se prépare à partir. Les enseignants arrivent en courant, alertés par le bruit de l'explosion. Ils trouvent les garçons allongés par terre, ne comprenant pas la scène. Alice dissimule en disant qu'une rafale de vent les a fait tomber. Les enseignants finissent par le croire, accusant le changement de température pour le vent. Il appelle son ami qui le suit, encore un peu secoué par tout ça, et les deux s'éloignent, laissant les enseignants perplexes derrière eux. Les professeurs continuent d'observer, essayant toujours de comprendre ce qui s'est passé. Plus tard, assis sur un banc, l'ami du protagoniste l'appelle pour discuter. Il lui demande comment il peut devenir quelqu'un de fort comme le protagoniste, car il n'a pas confiance en lui. Il lui confie qu'il est toujours harcelé et qu'il n'arrive pas à le dire à ses parents. Alice lui conseille de résister car les gens ont un potentiel infini. Il dit qu'il était pareil avant, mais qu'il a changé en se défendant. Avec un flashback de son frère, il dit qu'il a cru un jour au potentiel de cet homme. L'ami devient pensif, réfléchissant au mot « potentiel ». Avec un sourire déterminé, il dit qu'il comprend et qu'il fera de son mieux. Notre héros pense que s'il veut changer le monde, il doit commencer par là. Le lendemain, les enfants jouent joyeusement dans la cour, mais Alice, comme toujours, reste dans un coin à lire sous le regard de la maîtresse. Soudain, elle remarque que l'un des enfants ne se sent pas bien. Elle court vers la fillette qui s'est effondrée par terre, à bout de souffle. La fillette dit qu'elle ne sait pas ce que c'est, mais qu'elle a mal à la poitrine. La maîtresse crie à quelqu'un d'appeler une ambulance pendant que Alice s'approche. Il utilise sa magie pour scanner le corps de la fillette et découvrir le problème. Alice réalise qu'une partie de ses méridiens magiques est bloquée. Il sait que cela arrive aux personnes qui ont trop de pouvoir magique. Et d'un simple contact, il débloque les méridiens. Guérissant la fillette, il dit que son flux magique est maintenant stable, mais que ce n'était que les premiers secours. Il appelle la maîtresse qui raccroche le téléphone, effrayée par la situation. Elle court vers la fillette et est choquée de voir qu'elle va déjà mieux. Notre héros dissimule en disant que l'exercice a provoqué un mauvais flux magique. Et avec un sourire, il dit qu'il lui laisse le reste et s'en va. Dans le bureau de la directrice, les professeurs parlent des exploits d'Alice. L'un d'eux dit qu'un jouet cassé a été mystérieusement réparé, et un autre professeur dit qu'un projecteur magique s'est réparé tout seul. La directrice écoute attentivement, trouvant le garçon très intéressant. À la sortie, les parents d'Alice le félicitent et il dit qu'il s'est bien amusé. Il en profite pour dire qu'il a une faveur à leur demander, et d'un air sérieux, il demande s'il peut quitter la maternelle. Les parents paniquent, criant de surprise face à cette demande inattendue. Plus tard, à la maison, il parle de la demande d'Alice. Le père lui demande s'il est sûr, car l'école est prestigieuse. Il lui demande s'il a été harcelé ou s'il n'aimait pas les professeurs. Notre héros le nie et dit qu'il n'y a tout simplement plus rien à apprendre pour lui là-bas. Les parents sont choqués par la réponse, incapables de croire ce qu'ils ont entendu. Il dit alors qu'il a une demande à leur faire, avec un air sérieux. Mais la bonne arrive en annonçant que la directrice est au téléphone. La mère répond, surprise par l'appel inattendu de la directrice de l'école. La directrice demande aux deux parents de venir à l'école le lendemain. Alice s'inquiète, pensant que l'incite de la bombe magique a été découvert. Le lendemain,
Ils se rendent au bureau de la directrice, anxieux à propos de la conversation. Le père demande la raison de la réunion, espérant que ce n'est pas un problème. La directrice dit qu'elle les a appelés pour parler du talent exceptionnel d'Alice. Les parents sont confus, ne comprenant pas ce qu'elle veut dire par exceptionnel. Elle énumère ses exploits et confirme que c'est bien Alice qui a fait tout cela. Elle se souvient aussi qu'il a aidé son ami et arrêté la bombe. Il réalise qu'au final, tout a été découvert par la directrice. Elle explique que les capacités d'Alice dépassent celles d'un élève normal. Le père lit le rapport, s'envoie devant le niveau de puissance de son fils. Il pensait que Alice était un génie, mais il n'aurait jamais imaginé que c'était à ce point. À ce moment, le protagoniste dit qu'il a aussi quelque chose à dire. D'un air sérieux, il lui demande de le laisser sauter une classe. La mère est choquée, ne comprenant pas la demande de sauter une classe. Il confirme, disant qu'il veut sauter la maternelle et aller à l'école primaire. La directrice sourit et dit qu'elle pensait la même chose que lui. Elle dit qu'elle le traitera comme un diplômé spécial et précoce. Alice est surpris, trouvant qu'il a été assez facile de négocier avec eux. La directrice dit que c'est le devoir d'un éducateur de cultiver le talent d'un prodige. Les parents célèbrent, heureux d'apprendre que leur fils est un prodige. Quelques jours plus tard, une fête d'adieu est organisée pour Alice à l'école. Ses camarades de classe se rassemblent pour lui dire au revoir, tristes de son départ. Ils disent qu'il voulait être ses amis mais qu'il avait peur de lui. Notre héros s'excuse, et les filles l'invitent à jouer une dernière fois. Il remarque que son ami se tient seul au milieu de la foule. Le garçon lui dit au revoir, promettant qu'il fera de son mieux pour changer. Les harceleurs sont assis sur un banc lorsque l'ami d'Alice s'approche d'eux. Il s'arrête devant eux avec un regard déterminé et courageux. Zizan lui demande ce qu'il veut, ne comprenant pas l'attitude du garçon. Le garçon prend une profonde inspiration, rassemblant son courage pour affronter les harceleurs. Il dit qu'il déteste être maltraité et leur demande d'arrêter le harcèlement. Zizan devient furieux de son audace et se jette sur lui avec colère. Il dit que l'école ne discrimine personne et que tout le monde est égal. Les amis de Zizan sont choqués par cette déclaration, et il devient embarrassé. Honteux, il bafouille et promet qu'il ne le fera plus. Le garçon sourit, satisfait du résultat de son acte courageux. Notre héros observe de loin, voyant que le garçon a réussi à résoudre le problème. Il pense que le monde est plein de potentiel et que tout le monde peut changer. 6 mois plus tard, Alice va passer l'examen d'entrée pour l'école primaire. Vêtu de son uniforme, il semble prêt et déterminé pour le nouveau défi. Il dit au revoir à ses parents en disant qu'il entre pour passer le test. Il l'encourage, lui disant de se détendre et de faire de son mieux. Il pense qu'à partir de maintenant, il continuera simplement à faire ce qu'il a toujours fait. Avec un cri d'excitation, les parents entrent dans l'école avec lui. L'école est une académie de magie renommée qui forme les futurs mages. Tous les mages qu'elle a formés sont devenus des élites dans le monde entier. Alice sait que pour commencer son plan, il doit s'y inscrire. De loin, un homme observe Alice et sa famille avec du dédain dans les yeux. Il reconnaît notre héros et le traite d'aristocrate déchu essayant d'entrer dans l'élite. Il dit à son fils que la tâche sur le nom de leur famille est une monstruosité. Alice entend tout mais reste imperturbable, gardant une posture ferme et confiante. La scène montre un auditorium bondé avec tous les candidats prêts pour l'examen. Notre héros s'assoit à côté d'autres enfants, prêts à commencer le test. Le directeur annonce le début de l'examen, espérant qu'ils deviendront tous des mages. Et avec un discours enflammé, il dit que l'avenir du monde est entre leurs mains. Les élèves crient en réponse, excités et pleins de détermination. Mais il conclut en disant que tout est sous la direction de l'empereur du monde. Alice écoute tout avec mépris, ne se laissant pas emporter par l'excitation. Avec un regard furieux, il jure qu'il se vengera de Sophia. Il marche dans le couloir, tenant le papier avec les informations de l'examen. En le lisant, il trouve tout très facile et se dirige avec confiance vers le test. Mais en chemin, il bouscule accidentellement un garçon qui le foudroie du regard. Le garçon lui crie de regarder où il va, et notre héros s'excuse. Il sait qu'il ne serait pas bon de causer des problèmes là-bas, alors il décide de l'ignorer. Ce harceleur est le fils de l'homme qu'il observait plus tôt et il est toujours entouré de partisans. Avec dédain, il dit à Alice de ne pas croire qu'il réussira l'examen. Il le traite de tâche sur le nom de la famille et s'en va, le laissant derrière. La scène change pour le terrain de l'école où commence l'évaluation des capacités magiques. Les enfants s'entraînent à tirer sur des cibles mobiles, qui sont considérablement difficiles. Alice observe les autres, immobiles, sans bouger ni participer à l'entraînement. Il analyse le niveau du test, trouvant tout très basique et simple. Soudain, le même harceleur l'attaque par derrière avec un coup magique. Il le traite d'aristocrate déchu et dit qu'il déshonore la famille. Alice reste silencieux, digérant les mots et le surnom, la tâche de la famille. Le garçon se moque du père d'Alice, disant qu'il est pauvre et malade. Se sentant supérieur, il dit que seuls les élites comme lui méritent l'académie. Il invoque une salamandre de feu, se préparant à montrer sa puissance. Avec une attaque massive, il frappe la cible de plein fouet, brisant le compteur. Les autres sont choqués par sa puissance, qui est d'un niveau de lycéen. Il se tourne vers Alice en lui disant de rentrer chez lui car il n'a aucune chance.
Mais Alice active sa magie et manipule la gravité, se préparant à se battre. D'un seul geste, il projette la cible en l'air avec sa magie. La cible frappe le compteur de plein fouet, le brisant au passage. Les autres élèves sont choqués et effrayés par cette démonstration de puissance. La cible se brise en 1000 morceaux, créant une pluie de débris. Le harceleur reste sans voix, regardant la poussière retomber tandis que Alice reste immobile. Alice lance alors l'un des morceaux de la cible vers lui comme un projectile. Le garçon crie de peur, se recroquevillant pour se protéger de l'attaque. Le morceau heurte violemment le sol, créant un cratère et le projetant à terre. Il tombe au sol en tremblant et se fait même pipi dessus. Et se tenant droit, Alice le regarde de haut avec un air supérieur, montrant qui est le patron. C'est ça, Alice. J'aime les protagonistes badass comme ça. D'un regard menaçant, il dit que c'est le harceleur qui devrait rentrer chez lui. Une fille blonde observe la scène de loin, son regard plein d'intérêt. Elle semble impressionnée par l'attitude d'Alice et continue de l'observer. Le professeur annonce que Alice a réussi l'évaluation des capacités magiques. Alice s'en fiche, pensant déjà au prochain test qu'il doit passer. Avec un regard déterminé, il se prépare pour la prochaine étape de l'examen. La scène se déplace dans la salle de classe où commence le test d'aptitude scolaire. Alice regarde l'examen, trouvant tout très facile et même ennuyeux. Soudain, il entend quelqu'un marmonner à côté de lui. C'est une fille, et elle explique qu'elle a oublié d'apporter une gomme. Faisant un geste gentil, Alice casse la sienne en deux et la lui offre. Il tend la main et dit « Faisons tous les deux de notre mieux à ce test ». Elle sourit, heureuse de sa gentillesse et de sa motivation. De loin, la fille blonde observe l'interaction avec un regard curieux. La scène se déplace à la cafétéria où les élèves déjeunent pendant la pause. Les parents de notre héros lui ont préparé un bento soigneusement fait. La mère dit qu'elle a inclus les saucisses en forme de poulpe qu'il aime. Le père lui demande s'il réussit bien ses examens, et Alice confirme. Ils disent qu'ils ont aussi fait de leur mieux lors de l'entretien avec le directeur, mais soudain l'homme qui l'a insulté plus tôt s'approche de la table. Il appelle le père d'Alice par son nom d'un ton moqueur. Le père le salue en retour, l'air un peu mal à l'aise. L'homme s'irrite de son ton, lui rappelant sa position inférieure. Le père d'Alice lui dit de ne pas être si froid, car ils sont amis d'enfance. Mais l'homme crie et frappe la table de sa main. Alice et sa mère regardent la scène, inquiets du tumulte. Il dit que notre héros a embarrassé son fils pendant l'examen. Le père d'Alice est confus, ne comprenant pas l'accusation de l'homme. L'homme lui crie d'arrêter de trouver des excuses, disant qu'il devient arrogant. Et de colère, il frappe la table, renversant la nourriture d'Alice. Tout le monde autour regarde la scène, choqué par le comportement de l'homme. Il insulte le père d'Alice et le menace avec un regard de dédain. Et pour l'humilier encore plus, il verse sa boisson par terre sur la nourriture. Notre héros se lève, furieux, mais son père l'empêche de faire quoi que ce soit. Le père s'incline en s'excusant pour le comportement de son fils. Il implore sa pitié car une scène ici pourrait disqualifier Alice. Alice réalise que son père endure tout cela à cause de lui. Il se souvient de sa vie passée et de la manière dont il a agi imprudemment. Il a été assassiné pour avoir négligé ce principe, mais il a appris sa leçon. Et avec un regard déterminé, il utilise sa magie pour nettoyer le désordre. La boisson chaude vole directement au visage de l'homme, qui crie de douleur, et il reste là à se plaindre que c'est chaud. Furieux, il menace le père d'Alice et s'enfuit chercher de Léo. Le père d'Alice reste sans voix, choqué par la situation inattendue. Notre héros l'appelle en tirant sur la jambe de son pantalon pour attirer son attention. Il suggère qu'il mange ailleurs pour éviter plus de problèmes. Le père remarque que la boîte à lunch d'Alice est de retour, intacte et propre. Alice dissimule en disant qu'il veut manger dehors, en regardant le ciel. Les parents se regardent, confus mais heureux que tout soit résolu. La scène se déplace à l'arène de l'école où le combat simulé est sur le point de commencer. Les gradins sont bondés, tout le monde est impatient de voir les matchs. L'annonceur déclare que c'est le tour d'Alice et il entre dans l'arène. Il prend une profonde inspiration, se préparant pour le défi à venir. Soudain, il se rend compte que son adversaire n'est pas celui qu'il attendait. C'est le même harceleur qu'avant, le fils de l'homme qu'il a humilié à la cafétéria. Notre héros sourit, trouvant la coïncidence très intéressante et opportune. Et peu après, il remarque que le garçon dit quelque chose. Apparemment, le harceleur veut se venger. Les parents d'Alice s'inquiètent du changement soudain d'adversaire. Le garçon se vante que son père a soudoyé le concurrent initial. Il pense que même si c'est contre les règles, il peut maintenant évacuer sa colère. Avec un sourire méchant, il se prépare à se battre en pensant que ce sera facile. Et pour l'irriter, le protagoniste dit qu'il sait qu'il s'est fait pipi dessus l'autre jour. Le harceleur devient furieux et fonce sur lui en criant qu'il va le tuer. Il dit qu'il punira la tricherie d'Alice par sa propre tricherie. Il montre un bracelet magique qu'il a eu de son père et qui augmente sa puissance. L'artefact est rare et cher, capable de multiplier la puissance magique par 10. Il dit que les examinateurs ont aussi été soudoyés et ignoreront l'objet. Et avec une lueur intense, il active le pouvoir du bracelet magique, et il invoque une salamandre de feu créant un oiseau de feu géant. Avec un regard haineux, il dit que Alice est finie et qu'il sera vaincu.
Le public est sous le choc, car sa magie est d'un niveau universitaire. Le père de l'intimidateur claque des doigts avec un sourire victorieux. L'attaque massive frappe Alice de plein fouet, créant une explosion de fumée. Le garçon célèbre, pensant avoir gagné le combat grâce à sa puissance écrasante. Mais à travers la fumée, Alice apparaît indemne et entourée d'électricité. L'intimidateur ne revient pas, car la puissance d'Alice est 100 fois supérieure. Il essaie d'attaquer à nouveau, mais Alice tend la main, prêt à riposter. D'un seul geste, il se prépare à montrer sa véritable force. Il utilise l'inversion de phénomène et lance un rayon d'énergie dorée. L'intimidateur se fige, regardant la magie s'élever dans le ciel. Les parents d'Alice crient, effrayés par la puissance de leur fils. Le garçon essaie de se défendre, mais la chaleur de l'attaque le frappe de plein fouet. Alice marche vers lui, entourée de boucliers de feu magiques. Il s'approche et le fixe du regard, l'intimidateur tremblant de peur. Il dit que normalement, il aurait tout terminé avec la première attaque, mais il a remarqué que la puissance magique du garçon a soudainement augmenté. L'intimidateur nie, disant qu'il n'a pas triché. Mais Alice ne le croit pas. Il touche le bracelet, et le garçon réalise que le mensonge est sur le point de prendre fin. Avec sa magie, Alice brise le bracelet en 1000 morceaux sans effort. Le garçon crie en voyant son objet magique coûteux être détruit sous ses yeux. Alice dit que la triche est terminée et lui demande s'il est prêt à se battre. L'intimidateur s'effondre au sol, tremblant de peur face à la puissance écrasante d'Alice. Avec un regard furieux, il se prépare à mettre fin au combat une bonne fois pour toutes. Son père lui crie d'arrêter, mais Alice n'écoute pas. D'un coup de poing au sol, il crée un cratère, faisant tomber le garçon. Le père d'Alice dit que le match est déjà décidé et qu'il n'est pas nécessaire de continuer. Alice acquiesce et s'arrête, laissant le garçon au sol, vaincu. Il se retourne et s'éloigne, laissant l'intimidateur tremblant de peur. Le juge annonce la victoire d'Alice pour perte de volonté de combattre. Le public lance des confettis, célébrant cette victoire écrasante et impressionnante. Ses parents le félicitent, fiers de la force et de la performance de leur fils. Il marche dans le couloir, fatigué mais satisfait de l'issue du combat. Soudain, il réalise que quelqu'un l'observe de loin. La fille blonde qui l'observait auparavant s'approche et l'appelle. Elle le félicite pour sa victoire, disant qu'il s'est très bien battu. Elle lui demande s'il est Asuka qui a sauté une classe, et il confirme. Alice trouve la fille étrangement familière mais ne sait pas d'où. Soudain, sa vision devient floue et son corps s'affaiblit. Elle lui demande s'il l'entend, mais il s'effondre d'épuisement. Il tombe sur elle, et elle crie de peur, ne comprenant rien. Est-ce que cette fille porte un short ou des sous-vêtements? Telle est la question. Quelque temps plus tard, il se réveille en marmonnant dans un endroit inconnu. Ses parents le saluent, heureux qu'il se soit réveillé et qu'il ait bien dormi. Il demande où il est, et le directeur de l'école se présente. Il dit que Alice a bien dormi et qu'il est normal de se sentir épuisé. Le père dit qu'il était inquiet parce qu'il n'était pas rentré. Alice s'excuse, se sentant un peu embarrassée par la situation. Le directeur est d'accord et se prépare à commencer l'entretien final. Le directeur dit qu'il va commencer son entretien final maintenant. Il révèle qu'en fait, Alice a déjà réussi tous les examens. Le directeur explique qu'il n'a jamais vu de résultats comme ceux d'Alice auparavant. Et il dit que Alice est le délégué de classe, un exploit incroyable pour quelqu'un qui a sauté une classe. Avec un sourire, il souhaite la bienvenue à Alice à l'école. Alice le remercie, excitée de commencer à travailler avec lui à partir de maintenant. Ses parents pleurent d'émotion, fiers du succès de leur fils. Le directeur observe Alice, sentant un talent unique et exceptionnel. Il devient curieux de voir quel genre de vie scolaire Alice aura. La scène passe à la cérémonie d'ouverture de l'école dans un grand auditorium. Alice descend l'allée, tous les autres élèves lui cèdent le passage. Ses parents le saluent fièrement depuis le public, et il leur sourit en retour. Il s'arrête, sentant une présence familière s'approcher de lui. La fille blonde se tient devant lui, les bras croisés et l'air irrité. Elle lui demande s'il n'a rien à lui dire après tout ce qui s'est passé. Mais Alice lui demande qui elle est, ne la reconnaissant de nulle part. Elle crie, en colère qu'il ait oublié qu'il a aidé pendant l'examen. Alice reste confus, ne comprenant pas de quoi elle parle. Furieuse, elle le traite d'ignare pour ne pas se souvenir d'elle. Elle dit qu'il la déroute vraiment avec son attitude. Avec un sourire, elle dit qu'il est parfait pour être son partenaire. Elle énumère tout ce qu'il a fait, prouvant qu'elle l'a observé tout ce temps. Elle dit qu'il possède tout ce qu'un aristocrate doit avoir. Et avec une lueur dans les yeux, elle dit qu'il est parfait pour être son chevalier. Alice la traite de harceleuse, et elle nie, furieuse de l'accusation. La cérémonie continue, le directeur se prépare à appeler le prochain orateur. Il fait un discours disant que les élèves doivent guider le monde vers la paix. Les enfants écoutent attentivement, excités par la responsabilité. Le directeur appelle ensuite le délégué des élèves pour son discours. Alice se lève, prêt à monter sur scène et à parler à tout le monde. Les élèves chuchotent, surpris qu'il soit l'orateur bien qu'il ait sauté une classe. La fille blonde compte jusqu'à 7 avec un air désapprobateur. Alice monte sur scène, s'éclaircit la gorge et se prépare à commencer son discours. Il prête serment, promettant de se consacrer à ses études pour apporter la paix.
Les autres élèves répètent les mots, la main sur le cœur en signe de respect. Mais Alice surprend tout le monde en défiant ceux qui se croient les plus forts. La fille blonde est choquée, n'arrivant pas à croire à l'audace d'Alice. Avec un sourire de défi, il leur dit de se battre sans retenue. Les autres élèves sont confus, ne comprenant pas de quoi il parle. Le directeur regarde tout avec un sourire, trouvant son attitude intéressante. Il pense qu'il ne peut pas perdre de temps et que c'est le moyen le plus rapide. Après l'école, Alice et la fille blonde sortent ensemble par le portail. Elle lui demande s'il est sûr de ce qu'il a fait, et il confirme. Il dit qu'il veut prendre des raccourcis et que les défis sont le meilleur chemin. Elle a l'air confuse, mais il l'avertit d'une attaque surprise. Il crée un bouclier magique et la protège d'une boule de feu. La fille crie, en colère contre cette attaque soudaine et lâche. Il se prépare à se battre, Alice devant pour protéger son ami. Un groupe de garçons apparaît, mené par un avec une mèche blonde dans les cheveux. Il loue la défense d'Alice avec un sourire moqueur. Il dit qu'il est venu le faire tomber comme Alice l'a souhaité dans son discours. Il dit que les aînés lui apprendront les coutumes de l'école. Alice sourit, pensant que c'est génial que sa déclaration se soit autant répandue. Les deux groupes se font face, prêts pour que la confrontation commence. Le chef se moque de la taille d'Alice, l'appelant le nabo. Alice répond avec un sourire, le remerciant pour l'aide. Soudain, il est annoncé dans les haut-parleurs que c'est déjà l'heure du dîner. L'autre groupe est confus, lui disant de revenir se battre comme un homme, mais Alice dit qu'il a pour règle de dîner avec sa famille et qu'il doit partir. Furieux, le chef attaque Alice, criant qu'il va l'écraser. Les autres garçons se joignent à lui, lançant leur sort magique. Mais Alice utilise son inversion de phénomène et les piège dans une boucle infinie. Leur magie est absorbée et renvoyée, créant une explosion d'énergie. Le chef est choqué de voir sa magie être absorbée par Alice. Alice absorbe les attaques et les renvoie avec toute leur force. L'explosion les envoie valser, les laissant étalés sur le sol. Ils sont terrifiés, ne comprenant pas comment leur magie a été renvoyée. Alice leur dit de se relever et les met au défi de se battre pour de vrai. La bataille crée un cratère dans le sol et tout le monde regarde avec admiration. La fille blonde ne comprend pas comment Alice active sa magie sans rien incanter. Le chef crie qu'il ne perdra pas et se prépare à une autre attaque. Il invoque l'esprit de la foudre avec une aura d'énergie dorée, et avec un cri, il tire un énorme éclair vers Alice. Mais Alice arrête l'attaque d'une seule main, sans aucun effort. Le garçon est sous le choc, incapable de croire qu'il a bloqué sa plus puissante attaque. Alice crée alors une barrière défensive, se préparant à la contre-attaque. Le chef crie de surprise en voyant la barrière se former devant lui. L'attaque frappe la barrière et Alice se prépare pour la contre-attaque. Avec sa magie, il renvoie l'attaque sur le garçon. L'éclair frappe le chef de plein fouet et il crie de douleur sous l'impact. Il tombe au sol, vaincu, et la fille blonde crie son nom. Alice dit qu'il s'est retenu sur le renvoi pour ne pas trop le blesser. Ses amis sont choqués de voir qu'il est encore en vie. Avec un sourire victorieux, Alice le remercie et l'appelle sans paix. Ce soir-là, la famille se réunit pour le dîner dans une ambiance de fête. Le père demande curieusement comment s'est passée sa première journée d'école. Et la bouche pleine, Alice dit qu'il pense qu'il s'entendra bien avec tout le monde. Ses parents l'encouragent à continuer d'étudier, heureux de ses progrès. Alice interpelle son père avec une question importante à poser. Il demande si l'école a un système pour sauter des classes. Les parents sont surpris, réalisant qu'il veut à nouveau sauter des classes. Il confirme, disant qu'il veut faire de son mieux et profiter pleinement de la vie. Le père s'enthousiasme et dit à la servante de préparer du riz rouge pour célébrer. La mère sourit, sachant qu'il ne change jamais Davis une fois sa décision prise. Alice pense que l'école primaire est trop facile et qu'il obtiendra son diplôme rapidement. Le lendemain, à l'école, les élèves chuchotent à propos d'Alice. Ils commentent que Alice a vaincu tous les élèves des classes supérieures la veille. Ils ont peur de devenir des cibles à cause de l'incide. Le professeur entre dans la classe et dit à tout le monde de s'asseoir car le cours va commencer. Il explique que l'école a un programme rigoureux pour former les mages, et il prévient qu'à partir de maintenant, leur conduite sera surveillée. Tout sera évalué, des cours à l'exploration des donjons. Les examens de magie, les tests écrits et les duels compteront également pour leurs notes. Il dit que tout cela déterminera leur classement et leur score. Alice et la fille blonde écoutent attentivement, plongées dans leurs pensées. Le professeur dit que la première évaluation portera sur les capacités de base. Les élèves se rassemblent autour de l'appareil de mesure, prêt à commencer. Une fille teste sa puissance et l'appareil affiche toutes ses statistiques. Elle soupire de soulagement en voyant le résultat et retourne à sa place. Le professeur appelle Alice qui s'approche de l'appareil de mesure. Il sait qu'il doit ajuster sa puissance pour ne pas causer de problème. Le professeur le foudroie du regard en disant qu'il a entendu parler de l'insidier. Il dit qu'il va apprendre à Alice la relation appropriée entre professeur et élève. Alice pose sa main sur l'appareil et un écran bleu avec ses données apparaît. Il est surpris par le résultat, qui est bien en dessous des attentes. Il avait contenu sa puissance mais ne s'attendait pas à ce qu'elle baisse autant. Le professeur crie, disant qu'il est l'élève le moins bien classé de la classe. Il réalise que le professeur lui a tendu un piège et le regarde avec fureur. Et puisque c'est le cas, il décide qu'il ne se retiendra plus. Soudain, une onde de choc frappe tout le monde,
les laissant étourdis. Alice libère sa puissance et l'appareil de mesure explose en morceaux. Le professeur crie de choc, ne comprenant pas ce qui est arrivé à l'appareil. Avec un sourire en coin, Alice dit qu'il s'en va maintenant et sort de la pièce. Il passe devant les autres, laissant le professeur avec l'appareil cassé. La fille blonde s'approche et lui demande si c'est lui qui a fait ça. Il fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parle avec un air innocent. Elle dit que ça n'a pas d'importance, mais que maintenant il est devenu l'élève le moins bien classé. Avec un sourire, il dit qu'il trouvera un moyen de gravir les échelons. Les classements sont publiés, et les élèves vérifient leur score. Ils utilisent des bracelets qui surveillent leurs actions et leurs fluctuations magiques. Le professeur crie que leur évaluation dépend de leur score de déviation. Alice pense qu'avec son faible score, il n'a d'autre choix que de remonter. Le professeur les emmène dans la cour pour commencer le test d'aptitude physique. Le test se déroule sur un terrain de sable sous un soleil de plomb. Alice est épuisée et à bout de souffle, luttant pour suivre les autres. La fille blonde s'approche et lui dit qu'il est arrivé dernier à la course. Il dit qu'il a ses propres problèmes, et elle réalise qu'il a des faiblesses. Il pense que son corps est encore faible et se souvient de la maladie de son père. Il réalise qu'il a peut-être hérité de la constitution fragile de son père. Elle lui demande comment il peut être son partenaire avec une telle faiblesse. Elle lui rappelle le jour où elle l'a invité à être son chevalier. Il se souvient enfin, et elle lui demande quelle est sa réponse. Il lui demande son nom, ce qui irrite la fille. Elle le traite même d'idiot de ne pas le savoir. Avec un air sérieux, elle se présente comme Lisette et lui dit de s'en souvenir. Elle exige une réponse, mais Alice semble distrait, regardant au loin. Il s'avère que notre héros remarque quelque chose qui apparaît là-bas. Il tombe sur un tableau de mission, et Lisette lui explique ce que c'est. Elle dit qu'il accomplisse des missions en équipe et que la liste est juste là. Il est surpris de voir qu'il y a même des missions de terrain. Il réalise que les chiffres à côté sont des crédits et que cela pourrait l'aider. Les enfants se rassemblent pour former des équipes, se préparant à faire leur choix. Les autres élèves se regroupent, excités de commencer leur première mission. Mais Alice et Lisette se retrouvent seules, sans personne avec qui former une équipe. Elle se plaint que tout le monde a trop peur de les approcher. Elle lui demande ce qu'il va choisir puisqu'ils n'ont plus d'options. Alice regarde le tableau, pensif, en analysant les missions disponibles. Il pointe une mission spécifique avec un regard déterminé. La mission est de difficulté AAA, recommandée pour des groupes de 30 personnes. Lisette lui dit de ne pas faire ça car c'est une mission de haut niveau. Il demande ce qui se passera s'il la termine, et elle lui explique le système de crédit. Il accepte immédiatement et elle crie en disant qu'il n'écoutait même pas. Elle dit que c'est dangereux, mais il ne pense qu'à améliorer son classement. Les autres étudiants l'apprennent et pensent qu'il est fou. À la boutique de l'école, ils se préparent pour la mission, portant déjà leurs uniformes. Elle lui dit d'acheter des potions, mais il refuse en disant qu'il n'en aura pas besoin. Elle lui crie dessus en lui disant d'être plus prudent et responsable. Alice pointe un livre sur l'étagère, curieux à propos de l'objet. Le livre promet d'augmenter considérablement les points pendant les missions. Le vendeur explique que le livre multiplie par 10 les crédits gagnés. Lisette le traite d'amateur en disant que les conditions de l'objet sont trop strictes. Mais Alice l'ignore et dit qu'il prendra le livre, la laissant furieuse. Elle lui crie dessus, lui disant d'écouter ce que les autres disent. Alice réalise qu'il n'a pas assez d'argent pour payer l'objet qu'il a choisi. Le vendeur dit qu'il peut payer à la fin du semestre, et il accepte. La scène passe à la montagne derrière l'école où la mission va commencer. Ils arrivent à l'entrée de la grotte, se préparant à entrer dans le donjon. Alice active l'objet qu'il a acheté, prêt à commencer la mission. Elle s'inquiète pour le temps, mais il dit qu'ils seront rapides. Il l'avertit de fuir si les choses deviennent dangereuses, et elle accepte. Elle regrette d'être venue, effrayée car c'est sa première mission. Alice remarque sa nervosité et l'appelle par son nom. Il la rassure en disant qu'il la protégera de toutes ses forces. Avec un sourire confiant, il lui demande de lui faire confiance et de compter sur lui. Elle est gênée mais accepte en disant qu'il est son partenaire. La mission commence et ils entrent dans la grotte sombre de la montagne. Lisette invoque une salamandre pour éclairer le chemin comme une torche. La grotte étant illuminée, ils avancent, prêts à affronter les dangers. Soudain, un groupe de monstres apparaît, les encerclant de toutes parts. Lisette crie de peur, terrifiée par l'apparence grotesque des créatures. Alice les observe et dit que ce n'est pas le moment d'être impressionné. Avec un œil brillant, il utilise sa magie pour scanner les monstres. Il les analyse, découvrant leur espèce, leurs statistiques et leurs capacités. Avec ces informations en main, il se prépare à les combattre. Il finit de tous les analyser et se prépare à commencer le combat. Lisette dit que leurs statistiques sont trop élevées et qu'ils devraient battre en retraite. Les monstres chargent sur eux en rugissant, prêts à attaquer, mais Alice se tient au milieu d'eux sans montrer de peur. Il libère une vague d'énergie massive qui repousse tous les monstres. Avec un regard furieux, il se prépare à utiliser toute sa puissance. Il concentre de l'énergie dans sa main, d'où émanent des éclairs violets. Il dit qu'il va utiliser l'énergie d'inversion et demande ce qui est exactement inversé. Et d'un seul geste, il tire l'énergie, frappant tous les monstres. Lisette regarde, choquée, tandis que les monstres sont désintégrés sous ses yeux.
L'explosion d'énergie violette anéantit tous les monstres en même temps. Les monstres vaincus, Lisette reste sans voix, complètement impressionnée. Alice lui rappelle avec un sourire en coin qu'il a promis de la protéger. Dehors, le professeur s'inquiète et décide de mener l'enquête. Il appelle un des étudiants plus âgés avec un air sérieux. Le garçon accepte, prêt à suivre les ordres du professeur. Il lui dit d'utiliser ses compétences de nécromancien pour leur apprendre les manières de l'école. Avec un sourire sinistre, l'aîné promet qu'il va les discipliner. Le professeur promet qu'il tiendra compte de sa performance dans la notation. Il dit qu'il donnera une leçon à ces arrogants de première année. Pendant ce temps, Alice et Lisette continuent d'explorer la grotte. Soudain, un Slim attaque, mais Alice le détruit avec sa magie. Il utilise l'inversion de phénomène, désintégrant le monstre instantanément. Lisette regarde, émerveillée par la facilité avec laquelle il se bat. Elle s'avoue qu'il est bien plus fort qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Elle ne comprend pas comment sa magie fonctionne sans incantation ni élément, mais elle sait qu'il est le partenaire parfait pour elle. Il continue d'explorer jusqu'à ce qu'il trouve une ancienne structure. Alice reconnaît les ruines de l'époque où il était en vie. Il se sent nostalgique, et elle lui demande ce qu'il fait. Ils atteignent une impasse sans aucun autre endroit où aller. Soudain, un cercle magique apparaît avec un message énigmatique. Une porte géante se matérialise, couverte d'anciennes inscriptions magiques. Lisette reconnaît l'écriture, mais Alice reste silencieux, l'analysant. Elle soupire, disant qu'elle ne peut pas encore la déchiffrer car elle est trop jeune. Elle comprend que le défi est de faire preuve de sagesse pour continuer, mais Alice s'approche de la porte, tendant la main pour la toucher. Il commence à réciter l'ancienne incantation, entouré d'une aura bleue à la lueur intense. Il active le cercle magique de la porte. La porte s'ouvre dans un bruit de tonnerre, révélant un passage secret. Lisette crie de surprise, incapable de croire qu'il a réussi à l'ouvrir. Il explique que le texte disait de canaliser le pouvoir magique dans le mur. Elle est choquée qu'il puisse lire l'écriture ancienne, et il le confirme. Il pense que c'est évident puisque c'est l'écriture de l'époque où il vivait. Le passage étant ouvert, il se prépare à s'engager sur le nouveau chemin. Ils avancent dans le couloir sombre, Lisette éclairant le chemin. Lisette se sent nerveuse, mais Alice la rassure par sa présence calme. Au bout du couloir, il trouve un anneau flottant sur un piédestal. Lisette est surprise par l'objet, ne comprenant pas ce que c'est. Alice le reconnaît comme le bracelet d'invisibilité qu'il a créé autrefois. Soudain, la grotte tremble et Lisette crie de peur à cause du bruit. Un dragon de foudre massif apparaît, rugissant et prêt à attaquer. Lisette utilise sa magie pour scanner le monstre et découvrir ses statistiques. Elle réalise que c'est le boss de la mission et qu'il semble très dangereux. Elle dit que ce n'est pas grave car elle a son partenaire pour l'aider. Avec un regard déterminé, elle dit à Alice d'achever le monstre. Mais il ne répond pas, laissant la jeune fille confuse et inquiète. Elle se retourne et le voit presque endormi, épuisé d'avoir trop utilisé sa magie. Il dit qu'il a utilisé trop de magie et qu'il ne peut plus se battre. Il demande alors à Lisette de vaincre le dragon seule. Elle est sous le choc, ne sachant que faire, seule face au monstre, et avec un cri de panique, elle se prépare à relever le défi. Presque évanouie, il dit à Lisette de vaincre le dragon par ses propres moyens. Elle panique, disant qu'elle ne peut pas faire ça toute seule. Il la rassure en disant qu'il lui confie la mission. Il dit même qu'elle devra se débrouiller seule. Soudain, il la frappe sur un point de pression dans son dos. Il explique qu'il a temporairement amplifié son pouvoir magique. Avec un sourire, il dit qu'il compte sur elle et s'évanouit complètement en se cognant la tête. Elle essaie de le réveiller, mais il dort déjà profondément. Les larmes aux yeux, elle réalise qu'elle est seule face au dragon. Le monstre rugit, et elle se prépare à se battre en tremblant de peur. Elle décide qu'elle doit attirer le dragon loin des Alice. Le dragon tire un rayon d'énergie et elle court pour se mettre à l'abri. Elle désespère en pensant que c'est fini, mais quelque chose d'inattendu se produit. Avec son pouvoir amplifié, elle peut voir la trajectoire de l'attaque. Elle réalise que c'est l'effet du toucher des Alice et devient déterminée. Avec un sourire confiant, elle croit qu'elle peut gagner le combat. Elle lance un sort d'attaque de toutes ses forces. L'attaque touche le dragon mais ne semble pas causer beaucoup de dégâts. Elle se souvient du conseil des Alice de viser le noyau du dragon. Il dit que tout cela vient de l'expérience de sa vie passée, la laissant confuse. Avec un cri de guerre, elle se prépare à utiliser sa puissance maximale. Elle dit qu'elle montrera le pouvoir transmis par sa famille. Elle invoque l'esprit de la rose, piégeant le dragon avec des épines. Le monstre immobilisé, elle localise son noyau, prête à frapper. Elle utilise un mur d'épines pour se protéger de la queue du dragon. Avec un cri de guerre, elle libère son pouvoir, le canalisant entièrement dans son épée. Elle lance l'attaque, frappant directement le noyau du dragon. L'attaque atterrit parfaitement, mais ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Elle saute en arrière, se préparant pour une autre frappe. Elle charge en avant avec tout ce qu'elle a, prête à porter le coup final, mais l'attaque est superficielle et le dragon contre-attaque avec un éclair. Elle crie de douleur en étant touchée et tombe au sol. Le dragon rugit victorieusement tandis que Alice est encore hébétée. À terre, Lisette se lamente, croyant qu'elle va mourir là, dans cet endroit. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.